Après avoir fait une série de vidéos sur JavaScript et tout l'écosystème qui l'entourait, je vous ai fait une vidéo donc sur Babel pour vous expliquer la transpilation de code qu'il y a actuellement pour passer de l'ES6 à l'ES5. Du coup, je vais revenir un peu sur l'ES6 et vous expliquer un peu pourquoi il faut utiliser l'ES6, pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'ES6 et pourquoi il y a autant d'engouement autour de l'ES6. Déjà, qu'est-ce que l'ES6? l'ES6, c'est la nouvelle spécification du langage JavaScript qui est définie par une organisation internationale qui détermine donc toutes les spécificités du langage JavaScript. Et l'idée derrière ES6, c'est d'améliorer tout ce qui est le côté syntaxique du langage et par la même occasion ajouter des fonctionnalités au langage qu'il n'y avait pas avant. Donc quand on parle d'amélioration de la syntaxe du langage, on parle bien évidemment de la façon d'écrire du code. Ça passe déjà par les façons de déclarer les variables. Avant, on utilisait beaucoup le mot-clé var pour déclarer une variable et déterminer ensuite la visibilité de la variable en fonction du scope dans lequel elle était déclarée. Avec ES6, vous avez la possibilité de déclarer ce qu'on appelle des constantes, donc ce sont des variables dont la valeur ne bougera pas par la suite, et des let, donc des variables simples comme on connaît avec le mot-clé var, qui permet en fait de déclarer des variables qu'on puisse modifier. Ça, c'est la première des choses qui est améliorée pour le langage ES6, c'est la façon dont on déclare les variables. La deuxième chose, vous allez retrouver des arrow functions. Les arrow functions, ce sont une nouvelle façon d'écrire des fonctions. Classiquement, on écrivait donc le mot-clé function avec la liste des paramètres éventuels, on ouvrait une accolade et on écrivait le code qu'il y avait à l'intérieur. La première problématique qu'on avait avec ces fonctions classiques, c'est qu'on perdait le scope dans lequel a été déclarée la fonction. C'est-à-dire que vous savez que souvent en JavaScript on appelle des callbacks, donc des callbacks qui vont être rappelés à la suite d'une action qui a été asynchrone. Souvent on perdait le scope même dans lequel était appelée la fonction. Le mot-clé 10 n'a pas la même valeur par rapport à là où a été déclarée la fonction et lorsqu'elle a été appelée après avoir fait l'action asynchrone. Les faits d'utiliser des arrow functions vont corriger cette première problématique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin déclarer des arrow functions directement dans des callbacks et garder la même valeur du 10, donc du mot-clé 10. Donc c'est quelque chose qui améliore un peu le fonctionnement global de JavaScript parce qu'avant on était souvent obligé de binder la fonction pour ne pas perdre le contexte dans lequel elle était déclarée cette fonction. Donc le fait d'utiliser des arrow functions va améliorer ce côté-là. L'autre amélioration du langage a été aussi passée par les classes, c'est-à-dire qu'avant on ne pouvait pas définir une classe comme on peut le définir dans n'importe quel autre langage, donc le mot-clé classe est enfin apparu. Alors attention, ça reste très sommaire, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement étendre des objets par un autre objet, on a des constructeurs, mais par contre, voilà, par exemple, les propriétés, ça n'existe pas encore. Donc il y a des subterfuges qui permettent d'utiliser quand même des propriétés, donc déclarer dans le constructeur, d'initialiser ces propriétés à une valeur initiale. Mais voilà, vous avez plein de petites fonctionnalités comme ça qui manquent par rapport à un vrai langage orienté objet. Mais en même temps, je pense que JavaScript n'a pas vocation à devenir un langage orienté objet, parce que ça reste un langage fonctionnel et ça fait une des forces du langage justement. C'est le fait d'utiliser beaucoup de fonctionnels permet d'améliorer les performances qui sont déjà pas très bonnes de base. Donc le fait d'utiliser à outrance des objets, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le langage JavaScript. Par contre, pour résoudre certaines problématiques, le mot-clé classe va vachement aider, va vachement être utile. Donc par exemple, je prends l'exemple de React dans laquelle on déclare des components. En fait, pour certains components qu'on souhaite déclarer, sur lesquels on va avoir beaucoup d'actions à effectuer ou autre, le mot-clé classe est très important et on doit utiliser le mot-clé classe parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire pour déclarer ça, pour utiliser le component. Par contre, ça n'empêche pas de continuer à créer des components sous forme de fonctions et il vaut mieux privilégier dès que possible d'utiliser des components déclarés sous forme de fonctions que de créer à chaque fois systématiquement des classes. Donc vous voyez, ce mot-clé classe c'est vraiment important parce que ça apporte quand même une notion de développement orienté objet, mais c'est pas non plus la vocation au langage JavaScript de devenir un langage comme PHP ou Java qui sont des langages qui sont très orientés objet. L'autre évolution d'un syntaxe, c'est le template string. Le template string, c'est quelque chose qui paraît banal, mais c'est la possibilité enfin d'écrire des strings sur plusieurs lignes. Avant, on était obligé à chaque fois de concaténer plusieurs strings pour pouvoir écrire sur plusieurs lignes. Là, les template strings, on peut tout à fait déclarer une string qui est sur plusieurs lignes, et en plus de ça, on n'a plus la concaténation des variables. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait afficher une valeur d'une variable dans une string, on était obligé de faire de la concaténation, donc rajouter des plus, etc. Maintenant, avec le template string, on peut directement appeler $accolade et le nom de ma variable, et la variable va être remplacée par sa valeur. Donc ça aussi c'est pareil, c'est le template string, ça facilite grandement l'écriture des données string. Une autre petite syntaxe qui a été améliorée, c'est au niveau des fonctions, au niveau des paramètres de fonctions. Maintenant il est possible de déclarer une valeur par défaut. Dans la plupart des langages, on peut faire par exemple premier paramètre a égale une valeur par défaut. Avant JavaScript on ne pouvait pas le faire.
aujourd'hui avec ES6 on peut enfin déclarer des valeurs par défaut dans les paramètres de fonction. Une autre fonctionnalité qui a été ajoutée à JavaScript qui est intéressante, c'est le destructuring. Le destructuring va permettre de récupérer directement des valeurs dans un objet sans forcément à chaque fois faire appel à, par exemple avant on faisait var a égale objet.key1, var b égale objet.key2. Maintenant on peut faire directement const accolade key1, key2 égale mon objet, et du coup ça va permettre de récupérer directement des valeurs qui sont contenues dans un objet dans des variables locales. Aussi on peut le faire sur les arrays, donc c'est destructuring, ça paraît peu, mais vous allez voir que par la suite ça va grandement améliorer l'écriture et la récupération de valeurs qui se contiennent dans les objets et dans les tableaux. Du coup ça m'amène aussi sur un point sur lequel ça a été amélioré, c'est les imports. Donc la gestion des modules a été vachement améliorée avec ES6 parce que maintenant on peut directement utiliser le mot-clé import qui permet donc d'importer des modules externes dans notre fichier JavaScript. Et on peut utiliser aussi le destructuring pour récupérer des parties de code dans un module, et ce qui va faire que derrière on sera capable, une fois qu'on va compiler le code et faire notre bundle final, on va être capable de récupérer juste la partie de code qu'on a utilisée et pas l'intégralité d'un module. Admettons que vous utilisez un module externe, des fois on n'utilise qu'une petite partie de ce module externe. Si par exemple on impactait le module complet dans notre bundle final, ça fait, admettons, si le module fait 500 kg, on va avoir 500 kg qui va se rajouter sur notre bundle final. Si par contre on n'utilise que 10 kg du code qui est dans ce module là, et bien l'import avec le destructuring va permettre de sélectionner que ces 10 kilooctets de code qu'on a besoin, qu'on utilise pour l'intégrer dans notre bundle. Donc vous voyez qu'on gagne en termes de gain de place considérable par rapport à ça. Donc ça c'est le fait qu'on utilise à la fois les systèmes d'import, le nouveau système d'import qui a été apporté grâce à l'ES6, et aussi avec le destructuring qui permet donc de sélectionner vraiment qu'une petite partie du module. L'autre amélioration qu'il y a eu aussi sur les imports, c'est la possibilité de faire des systèmes.import qui permet de charger des modules de façon dynamique. Donc en fait on va être capable, par exemple quand on a une application one page, souvent si on a plusieurs pages, on peut avoir un bundle final qui est hyper gros, donc notre fichier JavaScript final qui va faire admettons 1 méga 5. Et pour éviter que l'utilisateur ait à télécharger ce fichier JavaScript de 1,5 mégaoctets à chaque fois qu'il arrive sur votre site, on va pouvoir faire en sorte de splitter ce fichier JS en plusieurs fichiers JS, et ce qui fait qu'à chaque fois l'utilisateur va arriver sur une page, quand il va cliquer sur un lien, on va télécharger la librairie concernée par la page qu'on souhaite afficher, afin que à chaque fois tout soit splitté et que l'utilisateur n'ait qu'à télécharger à chaque fois que des petits kilooctets par-ci par-là. Donc le système import apporte vraiment quelque chose en termes de splittage de code, et justement la possibilité enfin d'éviter d'avoir un fichier bundle qui fasse 2 mégaoctets au final. Donc on va pouvoir splitter ça en plusieurs morceaux, et de façon intelligente on va pouvoir charger uniquement quand l'utilisateur a besoin de la partie de script qu'on souhaite charger. Ensuite, un autre point qui a été apporté avec ES6 et qu'on utilise déjà depuis un moment avec le S5, c'est les promises. Les promises, on a toujours eu plein de librairies qui ont permis d'utiliser des promises. En fait, le S6 a officialisé cette grosse partie qui va permettre d'éviter d'utiliser constamment des callbacks lorsqu'on fait des opérations asynchrones. C'est une manière plus élégante d'écrire du code asynchrone avec les promises. Donc les promises, ça fait quelques temps qu'on utilise déjà avec le S5 via des librairies comme Bluebird ou plein d'autres librairies, ou Co, etc., etc. Donc il y a plein de librairies qui permettent d'utiliser des promises depuis longtemps. Là avec ES6 c'est officiel, c'est intégré dans le langage, donc ça va être supporté par tous les navigateurs un petit peu plus tard. Vous avez aussi les générateurs qui sont arrivés. Donc les générateurs, c'est l'avant-garde entre guillemets des async await qui va permettre d'écrire aussi du code asynchrone de façon synchrone. Souvent ce qui est pénible quand on écrit du code asynchrone, c'est que avec des promises par exemple, c'est qu'on va enchaîner des n sans arrêt, et du coup on se retrouve à chaque fois à faire des fonctions de callback, etc. Donc là le fait d'utiliser des async await ou même des générateurs va nous permettre d'écrire vraiment du code de façon synchrone alors qu'en fait il est asynchrone. Donc en fait l'exécution de la boucle asynchrone va être attendue avant de continuer dans notre cursus de code, et ce qui fait qu'elles vont permettre de récupérer des valeurs via un process asynchrone directement dans le code. Donc ça c'est l'ES6 apporte les générateurs qui permettent non seulement d'écrire du code synchrone alors qu'il est asynchrone, mais aussi qui permet de créer des espèces d'itérateurs sous forme de fonctions. Donc c'est une fonctionnalité qui est vraiment appréciée sur le S6 et qui permet d'être utilisée dès maintenant, parce que vous avez la possibilité, donc, grâce à Babel, de transpiler en ES5. Donc voilà, le S6, il y a encore plus de choses que ça. Là je vous ai résumé un peu les points principaux qu'on utilise et qui font qu'un développeur aime développer avec le S6 et que c'est intéressant de développer avec le S6. C'est vrai qu'on a un langage qui est obligé d'être transpilé, donc pourquoi pas en profiter justement. Enfin c'est rare d'avoir un langage sur lequel on puisse
aujourd'hui écrire du code qui va être compris demain. Donc comme j'ai pu vous le dire, la plupart des navigateurs ne supportent pas encore ES6, quoique voilà, il y a quand même quelques navigateurs qui sont plus en avance que d'autres, mais il n'y a pas de navigateurs qui ont une grosse compatibilité ES6 encore. Mais grâce à Babel, du coup, on s'en fout un peu entre guillemets. C'est juste qu'il faut surveiller, quand vous utilisez ça, il faut juste surveiller l'évolution justement des navigateurs et faire en sorte de surveiller toute la communauté Babel pour que, au fur et à mesure du temps, on puisse se séparer de toute cette transpilation. Parce que derrière, quand même, tous ces ajouts de fonctionnalités que ES6 a apporté, c'est des bouts de code qui vont être exécutés de façon nativement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour que ça puisse fonctionner avec le 5, ce sont des subterfuges qui ont été créés en JavaScript. Donc, ce qui fait que c'est pas très performant. Donc, plus vous pouvez éviter de transpiler du code ES6 en ES5, mieux c'est, parce que vous allez gagner en performance. Utiliser du code natif, c'est bien mieux que d'utiliser du code JavaScript forcément, parce que voilà, les performances sont pas du tout les mêmes. Donc les autres fonctionnalités de ES6 que j'ai pas pu vous parler, mais je vais juste les citer brièvement. Je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous résumer une page GitHub qui va vous résumer absolument toutes les fonctionnalités JavaScript et qui va vous permettre de voir qu'est-ce qui a été nouveau dans le langage et de voir par les exemples, parce que les exemples sont mieux que des paroles. Donc la première des fonctionnalités que je souhaitais vous parler et que j'ai pas eu le temps, c'est sont les spreads, le reste. On a aussi une amélioration de l'écriture littérale, donc des objets littéraux. Donc le fait de pouvoir écrire plus rapidement et plus facilement des objets littéraux, c'est pareil, ça paraît rien, mais derrière, quand on développe, on gagne un temps de fou parce qu'on travaille qu'avec des objets littéraux, quasiment JavaScript. Donc le fait de pouvoir améliorer et que ce soit plus facile d'écrire des objets littéraux, c'est vraiment appréciable. Pas mal d'autres petites fonctionnalités qui sont peut-être moins utilisées de façon régulière par un développeur JavaScript, mais qui sont intéressantes à voir quand même. Donc je vous mets le lien dans la description. Je vous laisse me poser vos questions éventuellement en commentaire si vous en avez, à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos, et je vous dis à très vite pour la prochaine.